Vous écoutez Radio Ma'arif. Le podcast Histoire. La saison 3 du podcast Histoire vous est offerte avec le soutien de Maroc Télécom. Bienvenue les amis dans Radio Ma'arif. On est encore une fois avec Mustafa Kadili, l'homme des missions difficiles. Salut Mustafa. Bonjour. Comment ça va? Ouais, en forme. Dès que vous venez me voir, est-ce que tu écoutes les podcasts Histoire? Non, pas du tout. Non, au contraire, j'écoute, je m'informe. Tu t'écoutes toi uniquement? Non, j'écoute tous les jeudis, j'écoute tous les mardis, je continue à me documenter, à regarder ce que les uns et les autres font sur Internet. Même si je ne suis pas très visualiste, trop aimant, je préfère l'audio. Je suis un fan de la radio depuis que j'ai découvert la radio dans mon enfance. Donc on était fait pour nous rencontrer alors. En me retrouvant sur Radio Ma'arif, je veux dire, c'est pile poil. Alhamdoulilah. On était fait pour se trouver. Alors, je te demandais une petite précision. Quand on apprend l'histoire du Maroc, nous les Marocains, on a une succession de dynasties comme ça. On a les Idrissides, les Mourabritain, les Mouahidine, etc., etc. Et on a vraiment l'impression qu'il y a des passations de pouvoir, ou pacifiquement, presque comme un président succède à un autre, ou un roi succède à un autre. On a l'impression que c'est des dynasties qui se sont succédées sans heurts. En fait, on va juste zoomer, toi et moi, ensemble, aujourd'hui, sur les successions dynastiques, et on va se rendre compte qu'il y a eu des moments très durs pour passer d'une dynastie à l'autre. En général, c'est que des guerres, parce que justement, c'est un pouvoir qui en remplace un autre. Je veux dire, c'est pas spécifique à la période musulmane dans notre histoire, même avant l'islam, je veux dire, à l'époque des Bakawat et des différents dynasties qui se sont succédées au niveau de la Mauritanie, de la Gétulie, de la Numidie, de l'Afrique, de la Libye, je veux dire, un peu partout. Ça a toujours été comme ça, des histoires de pouvoir. Et quand on parle du pouvoir, c'est d'abord l'économie, c'est la géopolitique du moment, c'est les puissances du moment, les grandes et les petites puissances du moment. Donc c'est un ensemble d'éléments, de paramètres qui nous permettraient de voir, de regarder, d'analyser, de comprendre les logiques et surtout ces histoires d'alliances tribales que Ibn Khaldoun avait résumé dans le terme de l'Asabiya. Vous savez, nous a laissé 3 éléments, d'après lui, il y a 3 éléments de l'époque, et je crois qu'ils sont toujours valables pour les mouvements politiques aujourd'hui. Pour créer un pouvoir nouveau, il faut une Asabiya, donc on peut l'esprit de corps. L'esprit de corps, mais aujourd'hui, ça peut devenir un parti politique, un mouvement politique, c'est exactement pareil. Il faut une idéologie, on appelait ça à l'époque Da'wa, il faut un nouveau message, c'est un peu l'idéologie aujourd'hui. Et puis il faut un Zahim, un leader. C'est les 3 éléments. Plus Da'wa, plus Zahim. Plus Zahim, ça peut marcher. Voilà. Alors, ça ne marche pas systématiquement, parce que ça, c'est les 3 éléments de base. Ensuite, il y a, bien sûr, l'élément fondamental, c'est les ressources. Si vous n'avez pas de ressources, si vous n'avez pas d'argent, vous ne pouvez pas créer de dynastie. C'est pour cela que, d'abord, toujours, on insiste sur l'occupation des ports sahariens. C'est pour ça que les Almoravides, avant de remonter le Sahara, ils occupent Gao d'abord, ensuite Sijil-Massin, justement pour tenir les 2 bouts de la chaîne de ce commerce transsaharien pour une histoire de ressources, de monnaie, pour pouvoir payer une armée, parce que sinon, ça ne peut pas marcher. Donc, avant la période musulmane ou après la période musulmane, on a une religion qui change, on a peut-être les idées qui changent, quoique, mais on a la structuration qui est toujours là et qui nous aiderait à expliquer un petit peu, à comprendre comment les différentes dynasties. Alors, par exemple, si je veux juste restreindre sur la période musulmane, on avait parlé de la conquête omeyyade et à peu près 60 à 70 ans de présence omeyyade en Afrique du Nord et en Andalousie. Mais tout de suite après, je veux dire, on a un éclatement de pouvoir entre des émirats, ce qu'on appelle les émirats, c'est-à-dire des petits États. Oui. Depuis Tunis jusqu'à Tamsna. On a les Bourrouata de Tamsna, on a les Bani Mdrar de Sijil-Massin, on a Banu Salh de Nkour, on a des Persans qui se sont échappés également des Sofrites, des Khawarij entre guillemets, Bani Rostom
à Tahert ou à Tiaret dans l'actuelle Algérie. On a les Banu al-Aghlab ou al-Aghaliba à Tunis. On a énormément de pouvoirs qui se partagent un petit peu les différentes régions qui constituent ce qu'on appelle aujourd'hui le Maghreb ou l'Afrique du Nord et qui s'étendaient de l'Ifriqiya jusqu'à le Maghreb al-Aqsa, comme on disait à l'époque. Et bien sûr, celui que je n'ai pas nommé, celui qui devient les Idrissides, oui, c'est-à-dire l'élément central qui a été retenu dans notre histoire officielle, alors qu'il faisait partie un petit peu de ce d'une géographie et surtout de cet ensemble d'émirats qui se sont... On a beaucoup expliqué que le choix avait été porté de faire démarrer l'histoire du Maroc à cette dynastie, qu'un autre choix aurait pu être fait, mais que c'est celui qui rentrait dans notre... Non, l'un n'empêche pas l'autre, puisque la légitimité, elle est du côté idrisside. Pourquoi elle est idrisside? Parce qu'on avait parlé de chérifisme local. Oui. Donc, il n'y a pas de problème. Mais on doit connaître aussi l'existence d'autres pouvoirs et comment ils sont... On doit les localiser au moins. On leur a consacré des podcasts. On a parlé de Sigil Messa, on a parlé de Kohl, on a parlé de... Banu Salah. Exactement. Les Omeyyades d'Andalousie avec le Mansour ibn Abi Amir, les Znata qui ne leur ont pas vu la voie. Voilà. Et dans ce panorama, il y a les Idrissides. Absolument. Alors, juste pour rester sur les dynasties officielles, pour passer des Idrissides aux Almoravides, parce que c'est exactement... Tout à fait. Voilà. On a des trous, je veux dire, entre les trous, voilà, il y a des trous. Puisque les Almoravides, en fait, reprennent le Sigil Messa et vont se bagarrer avec les Bradrawata. C'est ça. Et vont monter au secours des Andalous. Donc, en fait, il n'y a pas eu vraiment d'interaction entre les Idrissides et les Almoravides. Pas directement, absolument pas. Parce il y a que ça y est, les Idrissides ont disparu. On a les enfants de Driss II, par exemple. On a des noms, des descendants de Driss II qui étaient des gouvernants un peu de différentes régions. J'en ai trouvé trace à Talsint. Il y a Sidi Moulay Issa ben Driss à Itatab dans la région d'Azilal. On a beaucoup de fils de Driss qui sont un peu dispatchés. Dans les tombeaux sont toujours là, ils existent, et qui étaient un petit peu parce qu'après la mort de Driss II, paraît-il, sa mère Kenza était toujours vivante. Il a partagé un petit peu le territoire depuis la Méditerranée jusqu'au contrefort de l'Atlas entre 6 ou 7 de ses enfants. Et ces enfants-là, on a encore trace de leurs tombeaux puisqu'ils existent toujours. Moi, je connais Moulay Issa ben Driss, il y a toujours encore un moussem pendant le printemps et il est localisé, il est bien identifié, je veux dire très précis au niveau de son historique en tout cas. Mais entre-temps, on a les Borwata, les Bani Mdrar, les Banu Salah, les Bani Rustam qui sont là et que les Almoravides vont trouver devant eux. Donc quand les Almoravides arrivent, ils se battent contre... on a eu la tentative des Fatimides aussi d'essayer de créer un pouvoir à partir de Sigil Massa sans succès. À Tahert ou à Tiaret, ils ne réussissent pas et donc ils se rabattent sur Tunis et après Tunis, ils vont occuper le pouvoir en Égypte, ils vont fonder le Caire, ils vont fonder l'Azhar, ils vont même occuper la Palestine. Et c'est quand les premières croisades arrivent en Palestine, c'était les Fatimides de Fatima, c'est-à-dire le premier empire chiite d'Iqtam, ce qu'on appelle aujourd'hui les Kabyles, qui occupaient les lieux saints en Palestine, avec l'arrivée des premières croisades. Donc à ce moment-là, on a des fois ces transitions-là qui passent automatiquement, mais entre la période qu'on a des Idrissides jusqu'à les Almoravides, il n'y a plus les Idrissides, mais il y a encore les Bani Madrar, les Borwata, les Banu Salah, les autres. Et donc c'est là que les Almoravides vont essayer de mettre un terme à tous ces petits pouvoirs. Les Almoravides et ils les intègrent, je veux dire. Ils les intègrent. En fait, ils vont quand même nous rendre un grand service, les Almoravides, parce que quand on regarde la carte des Almoravides, ils vont mettre un peu de... ça va commencer à ressembler à ce qu'on connaît, c'est-à-dire que cet éparpillement, une cohésion. Que ce soit au niveau du pouvoir politique, au niveau de la doctrine, au niveau de beaucoup de choses, on a l'impression que ça commence à ressembler à ce qu'on a aujourd'hui. C'est pour ça que, à la limite, je ne peux pas faire un débat avec des historiens, mais c'est presque les Almoravides qui commencent ce qu'on a aujourd'hui, même la fondation Marrakech, le Merzen, qui sont des choses qu'on a encore, voilà, le Qasba. Donc on est quand même pas loin de ce qu'on a aujourd'hui. Tout à fait. On n'est pas loin d'un système fondateur, peut-être plus que du côté des Idrissides. Tout à fait, au niveau des termes de pouvoir, etc. Bon, malheureusement, pour les Idrissides, on n'a pas beaucoup de détails, de chroniques de l'époque, etc. C'est pour ça que peut-être on est un peu perdu. Mais j'imagine qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil parce que c'est peut-être même des termes antérieurs à la période musulmane. Je veux dire, on transforme, on adapte, on transforme, et puis on récupère, on adapte, on transforme, et puis on continue. On continue les changements dynastiques entre les Almohades et les Almoravides, ça a été brutal. C'est la guerre. Clair et net. C'est la guerre. C'est la guerre. Ouais, avec une énorme, une énorme bataille à Marrakech. À Marrakech, en Andalousie, un peu partout. Je veux dire partout. Ça a été brutal. Partout, ça a été brutal. Voilà. Parce que aussi c'est l'alliance des Masmouda contre les Sanhaja.
C'est l'alliance des Msmouda. Ouais, C'est-à-dire tous les Msmouda. Des nomades contre les sédentaires. Les aussi. sédentaires contre les nomades, je veux dire, jusqu'en Tunisie, là où il y a les Masmouda, ils se sont ralliés. Parce qu'on a du mal des fois à comprendre la logique de l'époque avec la logistique de l'époque, etc., la rapidité de l'expansion dans l'empire et la rapidité de la prise de pouvoir, y compris territorialement. Mais ils n'avaient pas besoin de faire la guerre partout. Ils se concentrent sur les centres du pouvoir. Dès qu'ils sont éliminés, je veux dire, les tribus y adhèrent après. D'abord, les tribus, par exemple, masmoudiennes, que ce soit du Maroc, d'Algérie, de Tunisie, où ils se trouvaient, ou en Libye, ou en Espagne, ça y est, c'est les Masmoudiens qui arrivent, donc les Masmoudis adhèrent contre les Sanhaja ou la Liznad. Alors, on va quand même parler de 2 ou 3 épisodes qui ont été marquants. Il y a eu donc évidemment la prise de Marrakech où une princesse almoravide, Fano, a défendu la ville. Tout à fait. Il y a eu, à l'arrivée à Marrakech des Almohades en remplacement des Almoravides, beaucoup de violence. Absolument. Voilà. L'exécution d'un prince d'une dizaine d'années qui Oui, est parce qu'on a le suivant de la lignée. On a peur qu'il rebondisse. Voilà, avec la fameuse phrase de « on ne peut pas élever un lion dans notre jardin ». Absolument. Voilà. Il y a eu la réorientation des mosquées, plus ou moins. Oui, on a un problème de l'Qibla jusqu'à aujourd'hui. Je veux dire, quand on trouve dans les documents écrits « Yahuddu Qiblatan », les gens pensent que le Qibla, c'est là, par là où vient le soleil. C'est faux. La Qibla se trouve en face de Nouakchott. Donc Nouakchott peut faire droit est. Mais pour nous, au Maroc, non, c'est sud-est. On a beaucoup d'écrits là-dessus. On a beaucoup de problèmes, on a beaucoup de polémiques. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a aussi également introduit des matières dans l'enseignement des fuqaha et des ulama, c'est ilm tawqit pour le temps et aussi les ilm al-falak sur l'orientation. Donc orienter le mihrab vers la Mecque, c'est-à-dire vers le Qibla, à un moment donné, paraît-il, on a cru grosso modo vers là où vient le soleil, sauf que le soleil bouge dans l'année entre l'hiver et l'été, c'est pas le même point de départ. Et ensuite, selon la position géographique tout court, je dis, vous prenez MapMonde, vous mettez une règle, vous allez voir que c'est Nouakchott qui se trouve en face de la Mecque. D'accord. Pour revenir au passage almoravide almohade, on a des écrits très durs et les almoravides, rappelons-le, ont le visage voilé, les hommes. Les hommes voilés, c'est voilà, les hommes voilés. Voilà, façon sahraoui, tout à fait. Jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Rien de nouveau. Les femmes dévoilées. Tout à fait. Voilà, les Almohades traitent ces hommes de, je sais pas comment le dire dans un podcast. De dépravés, c'est-à-dire de dépravés, voilà, soumis. Comment les sédentaires coincés jugent les nomades libérés. C'est les sédentaires coincés, au fait. Et vice-versa. Voilà. Non, les sédentaires, c'est toujours Hadrin Hadik. Les sédentaires, ils se mettent dans la peau de conservateurs juste à cause de Hadrin Hadik. Alors que les nomades, les pasteurs, etc., ils sont dans l'air libre, ils sont contents de voir du monde, donc il n'y a pas de problème. Alors, pour passer des Almohades aux Mérinides, là, ça va être une guerre aussi. Voilà. Pareil. Et même des choses très dures. Je crois savoir qu'ils ont déterré les corps. Le corps de Abdelmoumen, oui, enterré à pour lui couper la tête. Oui, tout à fait. C'est-à-dire une sorte de vengeance. Abdelmoumen et Youssef, non? Ou bien Abdelmoumen et Yacoub, je crois. En tout cas, les gens qui sont enterrés qui sont morts depuis 100 ans. Oui, même plus. Non, je veux dire, on a le même problème. Quand les Almohades arrivent, ils essaient d'effacer toute trace de la période almoravide. Et d'ailleurs, les documents de la période almoravide sont très, très, très rares. Même les manuscrits, tout ça, je veux dire, ils ont balayé, ils ont essayé d'effacer traces comme s'ils n'ont jamais existé. Heureusement, à ma connaissance, on a quelques traces de la période almoravide en Espagne. À Séville, par exemple, on a un manuel que les spécialistes considèrent comme un manuel de Hasba. C'est là qu'on a trouvé que le merkez était en vente à Séville à l'époque almoravide, quelque chose de merksen, c'est-à-dire le mélange. Et donc, cette tentative d'effacer la trace, les Almohades ont essayé d'effacer la trace des Almoravides, les Mérinides ont essayé d'effacer la trace des Almohades, mais pas au niveau des textes et des manuscrits, heureusement, parce que je veux dire, ça s'est tellement diffusé que peut-être ils ont essayé d'effacer les traces écrites, mais c'était pas possible parce que la diffusion de l'écriture est devenue beaucoup plus importante et donc les manuscrits ont beaucoup circulé. Une des raisons, c'est que ce qu'ils ont construit est très solide, comme les Almohades. Et puis ils ont laissé les édifices. Non, on a les édifices almoravides également, puisque pour la Koutoubia, on a la Qubba almoravide à Marrakech, mais c'est pas grand-chose malheureusement, c'est une Qubba. Par contre, on a encore une mosquée à Tlemcen. Malheureusement, il a perdu 2 faces, mais 2 faces sont encore debout. Et c'est Youssef Ben Tachfin d'ailleurs qui appelle Tlemcen, qui s'appelait Agadir auparavant. C'est Youssef Ben Tachfin qui la surnomme Tlemcen, la ville des eaux. Tlemcen, Tilmsin, Almsa, c'est un toponyme qui désigne la ville des eaux. Il y a Welmes, je veux dire là où il y a de l'eau, il y a un toponyme Telmest. Il y a des toponymes précis pour les lieux où il y a de l'eau, et c'est pour ça que la cartographie était dans la toponymie, c'est-à-dire dans les noms des lieux chez les anciens à l'époque. Donc les Mérinides vont essayer d'effacer les Almohades, on est d'accord? Pareil. Voilà. Et les Wattassides, ils ne vont pas faire la même chose avec les Mérinides, parce qu'ils en sont issus.
D'accord. Et puis ils n'avaient pas suffisamment de temps. C'est une filiale qui prend son envol. Tout à fait. Les Saadiens avec les Wattassides, ils font non plus parce que là, du coup, voilà, regardez, parce que on passe de la légitimité tribale de la Asabiya à la légitimité chérifienne. Et je veux dire, là, le tempo change. Et on cherche à récupérer. Au contraire, les Saadiens, je veux dire, sur la société de cour à l'époque saadienne, ils récupèrent tout le personnel, le staff qu'ils ont trouvé dans les palais royaux des Wattassides et des Mérinides. Je veux dire, c'est là qu'ils apprennent les méthodes du Makhzen, de la cour, de l'Mchouar, l'Mchawriya et tout ça. Je veux dire, ils récupèrent. Hein. Ils n'annulent pas, loin de là. Ils récupèrent et ils essaient de se réapproprier tout l'héritage qui avait eu lieu auparavant. Alors, par contre, à la fin des Saadiens, entre la fin des Saadiens et le début des Alaouites, il y a une petite période de flottement, là. On a deux dynasties dont on ne parle pas beaucoup, il n'y a que les spécialistes qui en parlent en général, c'est-à-dire entre la fin des Saadiens vers 1627 et l'émergence des Alaouites vers 1660-70 avec leur prise du pouvoir. Tu vas nous parler de Abou Mahalli, je le sens. Non, c'est pas lui. Moi, il a occupé Marrakech. Le fumeur de tabac. Non, je parlais de deux dynasties qui ont gouverné, le Dlaïyin, qui avait la capitale à Aït Ishaq à côté de Khnifra, qui occupait un petit peu le Maroc Nord, et c'était eux les premiers à avoir traité avec les États-Unis des Pays-Bas, les États-Unis de Hollande, quelque chose comme ça. Le premier traité que nous, Marocains, on a avec les Pays-Bas, ça date de l'époque des Dlaïyin. Parce que c'est à leur moment que ce qu'on appelle la fameuse République des pirates, entre guillemets, je mets le mot République entre guillemets parce que je ne crois pas qu'il y avait le terme à l'époque, en tout cas utilisé par les concernés. C'est leur époque, Dlaïyin, Abou Bakr Dlaï, qui avait une zaouia, et puis avec ce moment de flottement à la fin des Saadiens, il émerge et puis il met en place un pouvoir. Donc il a pratiquement tout le nord Marbi à partir de Tadla jusqu'à la Méditerranée. Un roi de cette dynastie. Oui, on a les sultans, oui, bien sûr. On a le fils du fondateur a gouverné, il avait une armée, il avait des représentations diplomatiques, il a reçu des ambassades, il a traité, il traitait l'impératrice, etc. C'est un laps de temps, on n'en parle pas, très court, mais en tout cas, il a joué son rôle dans la préservation des frontières et des côtes de l'occupation étrangère. Et en même temps, on avait une dynastie qu'on appelle Smlaliyin, Nida Smlal, dans l'anti-Atlas à Tazrawalt, Sidi Ahmed Moussa, le lieu de Sidi Ahmed Moussa, et on avait une dynastie qui s'appelle Smlaliyin, dont le nom Abou Hassan Smlali, le nom de ce sultan de cette période-là, surnommé Boudmi'a. Al-Mukhtar Soussi en parle très bien en long en large. Il avait même un problème à un moment donné avec Moulay Ali Chérif qui était lui rendre visite, et puis il l'a gardé un petit peu comme une sorte d'otage pour lui faire du chantage. Et il avait un traité de paix avec la Grande-Bretagne. Et dans ce traité entre Smlali et la Grande-Bretagne, il représente les intérêts des Grande-Bretagne jusqu'en Guinée. C'est marqué. Oui, c'est marqué noir sur blanc. Boudmi'a, oui, parce que justement, il avait la main sur. Mais pourquoi on ne le connaît pas, Boudmi'a? Il est connu par Abou Hassan Smlali. Pareil, je veux dire, ce sont deux dynasties qui jouent la transition. Juste pour comprendre un peu l'importance de ce que des dynasties que tu nous décris, si tu devais toi écrire vraiment basiquement l'histoire du Maroc, tu intégrerais les Dlaïyin et les Smlaliyin et les Wattassiyin aussi. Oui, bien sûr, même les Jotiyin qui ont. Donc nous, on était venus pour faire un podcast sur les changements entre les 4-5 dynasties qu'on connaît, tu nous en as rajouté 2, 3. Oui, ce que j'appelle, on parle des grandes dynasties, des petites dynasties. Nous avons même des documents extraordinaires, en tout cas sur les deux. Par exemple, on a une confédération tribale qui s'appelle les Aïtiafilman, qui regroupe 5 grandes tribus. Il a été constitué sous les auspices des Dlaïyin. Et c'est très intéressant parce qu'on a le document original. Et ce document, il regroupe 5 tribus du sud, de ce qu'on appelle aujourd'hui le sud-est. On a les Aït-Izdig de Riche, on a les Aït-Yahya de Tunfit côté Midelt, on a les Aït-Marghad de la vallée de Gris, de Glmimat, de Roust, etc. On a Arb Sbah de Ziz, et on a les Aït-Hadido des sommets de Haut-Atlas. On a 5 grandes tribus qui ont constitué une confédération tribale qui s'appelle Aïtiafilman. Un chercheur, l'Arbi Mzin, qui est aujourd'hui décédé, paix à son âme, avait trouvé le document original de la constitution de cette confédération tribale. Et c'est un élément très intéressant de décodage de l'histoire du Maroc sur comment... De quelle année exactement? Il y a 2 taïsas, c'est-à-dire 2 pactes, 1642, renouvelé en 1662. Quand il a été renouvelé, il a inclus toutes les tribus du Moyen Atlas,
pratiquement depuis Azrou jusqu'à Bni Mellal aujourd'hui, c'est-à-dire on a le Haïtomalo, le Moyen Atlas et le Sud-Est qui se regroupent dans une méga confédération tribale. Elle ne va pas prendre de pouvoir, cette méga confédération. Si, c'est sous les auspices de Delaïd, c'est-à-dire les Delaïens ont cherché à constituer des confédérations tribales pour avoir des appuis. Pourquoi? Parce qu'on a les Delaïd au nord, on a Smlalin au sud, et on avait le petit poussé qu'on appelait à l'époque le Filaliyin, c'est-à-dire l'Alawiyin, qui était là au milieu, et qui, alors, sur leur territoire, était l'objet de compétition entre Smlaliyin et Delaïyin. Et d'ailleurs, les deux ont essayé de s'affronter dans le Tafilalt. Les deux armées étaient face à face, ils ne se sont pas battus. Comment ils ont résolu le problème? On a une zone entre Dad et Tudra aujourd'hui, il est plein de marabouts, de Seyyids enterrés là. C'est-à-dire ils ont installé une sorte de frontière symbolique où des dynasties familiales maraboutiques se sont installées pour faire un peu la zone tampon entre les deux parties. Et donc, le Moulay Ali Sherif de Tafilalt était entre les deux puissances. Il a fait profil bas jusqu'au moment où il a réussi à taper à droite et à gauche, c'est-à-dire à vaincre et les Delaïyin et les Smlalin. Et les Smlalin. Oui. Mais ça, le début des Alaouites, c'est un autre podcast. Sincèrement, je pense que c'est très intéressant. C'est très intéressant. On va continuer notre voyage, notre macro-voyage sur les changements dynastiques et on va s'intéresser au rapport qu'entretenaient les Alaouites avec les Saadiens. Alors, je crois savoir que, pareil, ils ont essayé plus ou moins d'effacer leurs traces. En tout cas, ils ont essayé d'effacer leur tombeau, vu que le tombeau de Ahmed Mansour, Abd al-Malik, Lam Saouda, etc., a été muré par Moulay Ismaïl. Oui, je crois que c'est Moulay Ismaïl, c'est pas vraiment les Alaouites. Moulay Ismaïl récupère surtout tout ce qui était dans le palais, pour qu'il transfère à Donc, pareil, il y a une volonté d'effacer. Effacer, je ne sais pas, mais en tout cas, puisque les murs de Qasr al-Bdi' sont restés debout, je dirais, il n'a pas détruit Qasr al-Bdi'. Il a juste enlevé le kham, le marbre. Et comment tu analyses qu'il ait muré le tombeau? Peut-être que, comme il ne voulait pas détruire les tombeaux non plus, ni enlever le kham qu'il y avait, qu'il y avait dedans, donc il a juste emmuré. Est-ce que c'est lui ou les ouvriers qui ont fait ça? J'en sais rien. Mais en tout cas, il n'a pas détruit les lieux, et je crois que la volonté de détruire n'est pas tout à fait cela, parce qu'il ne faut pas oublier que ce sont deux dynasties qui se réclament du chérifisme, et qui se réclament surtout de cette lignée de l'idrissisme qui va apparaître avec le Jotiyin au moment entre les Mérinides. Les Alaouites ne remettent pas en cause le chérifisme des Saadiens. Mais je crois, alors ça tu me confirmes ça, je suis quasiment sûr que c'est eux qui les appellent Saadiens. Les Saadiens ne s'appelaient pas eux-mêmes les Saadiens. Non, ils ne s'appellent pas. Et voilà, ils s'appellent les Zaïda, les Tagmadartiyin, Zidaniyin. Zidaniyin, Tagmadartiyin, voilà. Les Saadiens par rapport à Halim as-Saadiya. Ça, c'est les Alaouites qui les voilà. C'est-à-dire nobles, oui, mais par l'esclave. Par une lignée pas tout à fait nette. Ouais. Pour toi, si je reviens au sujet, pour toi les Alaouites, Moulay Ismaïl n'a pas essayé de... Non, je crois pas. Par contre, il a essayé de récupérer les symboles de la richesse qu'il y avait chez Ahmed al-Mansour, surtout, le dernier des grands Saadiens, puisque Qasr al-Bdi' est resté debout. La Douiria, la petite maison au premier étage que surplombe l'Atlas, le Haut Atlas, il est toujours là, avec sa petite décoration, sauf que tout le marbre et le jidij qu'il y avait là, il l'a récupéré, et puis on a fermé un petit peu la porte qui mène vers les tombeaux, mais les tombeaux de l'intérieur sont restés intacts. Aucun tombeau n'a été profané, c'est vrai. Et ni le jidij ni le kham qui étaient dedans n'ont pas été enlevés pour qu'ils soient transférés à un knas. Moi, je vais te poser une question alors plus complexe, parce que là, je vais te demander de faire des supputations ou des analyses ou tes opinions. Est-ce que pour toi, tu as un territoire qu'aujourd'hui on appelle plus ou moins le Maroc, qui est ce coin d'Afrique comme ça, voilà, qui a été plus ou moins grand selon... Le corner, qui a été plus ou moins grand selon les périodes. Et il y a des gens qui arrivent, qui ont une puissance, qui ont comme tu dis, une asabiya plus un zaïm et une dawa qui arrivent à le gérer ou à l'agrandir, etc. Et puis qui disparaissent vaincus par d'autres qui ont une dawa supérieure, des ressources supérieures, et voilà, etc. Et visiblement, ces gens-là ne se voient pas comme les successeurs les uns des autres, mais comme des concurrents. Oui, voilà. Oui, concurrents. Une sorte de la continuité, elle est là, qu'ils le veuillent pas. Non, la continuité, c'est nous qui la faisons. Absolument, c'est le territoire. C'est le territoire et c'est notre lecture qui pose cette continuité. Absolument. Mais c'était ça la question que je voulais te poser. Est-ce que pour toi, un Abdul Moumen se voit comme quelque part le successeur de Youssef Msachfin? Est-ce que quelque part un Abou Aynan se voit comme le successeur ou pas du tout? Est-ce que je continue, je peux continuer comme ça. Est-ce que Abdelmalek Saadi se voit quelque part comme le successeur de Yaqub Mansour avec je pose la question. Je crois. Vraiment, je te demande de supputer. Je te demande pas de me donner des faits. Non, je pars des faits d'abord. C'est-à-dire quand on regarde, quand on voit s'il y a des faits, c'est encore mieux. Comment les sultans s'intéressent, ce passé s'intéresse à l'histoire. Oui. Et à chaque fois, ils s'intéressent pourquoi?
pour comprendre les leçons d'histoire. Exactement. C'est les leçons qui nous intéressent. Et on a encore le cas d'Ahmed al-Mansour, quand il voulait faire sa campagne vers le Soudan, vers Tombouctou, et quand il réunit ce qu'on appelle Ashiakh, Ru'asa al-Qaba'il, c'est-à-dire tous les gens qui comptent pour l'État, les chefs de l'armée, etc. Et quand il leur expose son projet, ils lui répondent, mais aucun roi, aucune dynastie auparavant ne l'a pas fait. Il leur a dit par exemple, le Moulay Tamoul, mais le Moulay Tamoul, ils viennent de là. Donc si leur pays n'avait pas besoin de le conquérir, puisqu'ils sont venus de là, ils sont remontés vers le nord. Et ils ont dit, et les autres, les autres, ils ont hérité ce que les Almoravides ont fait. Donc, ils n'avaient pas besoin non plus de le faire. Et puis, ils regardaient vers le nord, vers l'Andalousie, etc. Et nous, aujourd'hui, on peut pas, vu les circonstances, on peut pas regarder vers le nord. Par contre, notre sud, notre berceau est nécessaire à notre pays pour regarder de nouveau vers le nord si le temps le permet. Ce que tu es en train de me dire, c'est qu'Ahmed Mansour a une connaissance de l'histoire. Totale. Voilà, ça, j'en doute pas. Le Ftali, son grand vizir, je veux dire, le rapporte dans le détail, c'est une sorte de son chroniqueur. Ça, on sait très bien aussi que, par exemple, Moulay Ismail, mais c'est pas très loin, connaît très bien l'histoire de Ahmed Mansour. Bien sûr. De toute façon, entre les deux, il y a très peu de temps, etc., etc. On sait que quelqu'un comme Abdelmoumen connaît l'histoire de Youssef Msachfine, mais est-ce qu'il s'intègre? Parce que tous ces gens-là, aujourd'hui, on les a ramassés, nous. C'est nous qui les avons ramassés dans l'histoire du Maroc. C'est nous qui avons décidé de les ramasser. Mais est-ce que pour eux, ils se voient quelque part comme quelque chose qui les relie? Est-ce que ce territoire les relie? Ou alors c'est complètement une vue de l'esprit très moderne, je fais un anachronisme en les présentant comme étant des figures de l'histoire du Maroc? Je crois que leur seule crainte, c'est une résurgence de pouvoir antérieur. C'est pour ça qu'ils tuent les enfants, ils essaient de déraciner les dynasties. Et quand ils les exilent dans des lieux sûrs, en général le berceau. Donc de là où ils viennent pour être sous bonne surveillance. Et je crois que c'est le seul problème qui se posait à eux, la résurgence de quelqu'un qui est déjà passé au pouvoir et qui pourrait revendiquer une certaine légitimité au nom de ses ancêtres. Et je crois que peut-être, à mon avis, ça pourrait être le seul problème, parce que justement, si on comprend aujourd'hui, nous, la manière avec laquelle on regarde, avec l'accumulation, je veux dire, on revendique les dynasties, mais les dynasties sont revendiquées au niveau du Maghreb et au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Vous savez, entre le Sénégal et le Mali, il y a des moments très importants de l'histoire. On parle de Soundiata Keïta, l'histoire de Soundiata Keïta, qui est un roi qui a immergé à un moment donné de l'histoire au début du XIIe siècle, les contemporains des Almohades et des Mérinides. Et bien, avant Soundiata Keïta, l'histoire commence avec les Almoravides, avec le moment quand les Almoravides ont gouverné ou dominé ce qu'on appelle le royaume de Ghana, une sorte de royaume mythique aujourd'hui dont on ne connaît pas un petit peu les issues, dont on ne connaît pas encore les traces, mais en tout cas, on dit qu'il y avait un royaume de Ghana détruit par les Almoravides, Abou Bakr, et c'est là que les Almoravides ont commencé à islamiser également la population Wolof, Polar et toutes les populations les Soninké de l'Afrique de l'Ouest. Et également, non seulement l'histoire de Soundiata Keïta, mais je crois que j'ai glané dans un chant encore en Bambara chez les Gnawa du Maroc, une petite phrase qui renvoie à la présence en tout cas des gens du Ghana, des Gnawa, au Maroc depuis la période almoravide, parce que quelqu'un me l'a expliqué au Mali en disant Mchina l'tamsna, Mchina ma'a Bakari, Tumma Dugina Outadna, Tumma Hattena Ouladna. C'est un chant qui existe encore chez les Gnawa aujourd'hui. Il est encore dit en Bambara, mais nous, on comprend plus les sens, mais la langue Bambara est toujours là et ça nous révèle également que la présence du subsaharien, les Poulars, les Soninké, les Wolofs et peut-être les Bambara et d'autres populations datent chez nous de la période almoravide, parce que quand les Almoravides ont conquis les populations à côté, eh ben, ils les ont récupérées et puis ils les ont amenées avec eux pour faire la conquête du Nord, et c'est comme ça que l'histoire est faite comme une sorte de boule de neige. L'histoire aussi est faite d'unions qui se font contre un ennemi plus grand, plus effrayant. J'ai juste un exemple pour montrer ce fameux paradoxe dont on est en train de parler depuis tout à l'heure, j'efface mon prédécesseur et en même temps j'essaie d'avoir ses enseignements. On sait aujourd'hui que Abdelmoumen, par exemple, le grand calife Mohammed,
avait sollicité des généraux almoravides dans une première campagne d'Andalousie. Il n'est pas parti fait. lui-même, mais il a envoyé son armée en Andalousie. Tout à fait. Et il a fait appel à des généraux almoravides, alors que les Ibn Soumart, par exemple, avaient des mots très très durs pour les almoravides. Bien sûr. Et il a quasiment dû faire ça dans le dos des plus durs de sa doctrine. Comme homme de pouvoir. Parce que tu as l'ennemi chrétien en face qui va faire l'union des... Tout à fait. Donc en fait, voilà... Non, c'est l'homme de pouvoir là qui réfléchit. La même chose avec les Almoravides, ils ont récupéré les Borrouata. On a plein de généraux de l'armée almoravide en Andalousie qui portent le nom al-Borrouati. Et c'est pareil avec les Mérinides, etc. Je veux dire, on ne fait pas tabula rasa du passé. On fait les deux. On peut exécuter les héritiers, récupérer les ressources, murer les tombeaux, déterrer les cadavres. Tout ça a eu lieu. Mais on ne tue pas les hommes parce que c'est avec ça qu'on fait une armée. Ouais, voilà, on récupère les ressources. En tout cas, faites-vous votre idée. Nous, on a essayé de vous éclairer. C'est compliqué comme question. Hein. Bon, c'est pas mal, mais en tout cas, ça a creusé. Hein. Merci beaucoup pour le tuyau. Ben, merci à vous et je vous laisse réfléchir. Nous, on a lancé le sujet. Salut les amis. Salut. Saison 3 du podcast Histoire vous est offerte avec le soutien de Maroc Télécom. Maroc Télécom, un monde nouveau vous appelle.